Bonjour à toutes et à tous, rebonjour. On va continuer sans plus tarder sur le Food Forum. Et comme je vous le disais, ce matin, après avoir parlé d'expérience client et de restaurants immersifs, on va faire un petit retour en arrière et se poser la question si c'en est vraiment un. Donc on a volontairement intitulé Néo-Rétro Bistro, qui est un néologisme du fooding, pour voir si on assiste à un retour à la tradition avec des bistrots qui sont installés depuis longtemps ou d'autres qui arrivent dans le paysage parisien et français à grand renfort de vol au vent, peut-être de veau gribiche, d'escargots, de plats, de saucisses purées, de plats qui ont un petit goût de nostalgie pour certains. On va voir si aussi ces restaurants-là sont compatibles avec une trajectoire un peu plus décarbonée de notre alimentation. Comment on attaque ces questions, comment on y répond avec nous, avec moi, aujourd'hui, ce matin, Bertrand Auboineau, merci d'être ici. Restaurateur, patron de restaurant, notamment du Paul Bert, les Cahiers du Bistrot, le 6 Paul Bert, la Cave. Voilà, c'est vraiment la figure de la rue Paul Bert à Paris. Guillaume Blot, tu es photographe, tu es notamment auteur d'une série de photos que tu as traduit en livre qui s'appelle RAD. On verra quelques-unes de tes photos. Et le livre est disponible sur l'espace librairie juste derrière si jamais vous voulez avoir votre exemplaire de RAD. Ensuite, Jean et Roxane Séveigne, merci d'être avec nous. Vous êtes les patrons du Café des Ministères à Paris 7e. Merci d'être tous les quatre avec moi. Pour commencer, Bertrand, je me tourne vers toi. Tu as reçu la médaille d'argent du meilleur bistrot de Paris selon Très Très Bon et les équipes de François-Régis Gaudry, qui est une belle distinction. Comment tu expliques, donc ça fait un moment que tu es installé sur la rue Paul Bert avec des déploiements multiples et puis une réinvention aussi avec des chefs en résidence, Pauline Séné, c'est ça aussi ce Paul Bert en ce moment. Comment tu expliques non seulement le succès, la longévité de tes restaurants? Oui, bonsoir, bonjour, c'est très gentil de m'avoir invité. Écoutez, nous on est rue Paul Bert depuis 30 ans. On a toujours essayé de faire... quand on a commencé, moi j'ai toujours cherché à faire un restaurant qui soit un lieu de vie avant tout. Et puis petit à petit, d'établissement en établissement, on a essayé de transformer la rue Paul Bert en lieu de vie. C'est un peu l'histoire. Et on a essayé aussi dans chaque endroit de faire pas forcément une cuisine différente, mais une offre différente et de donner la place à des chefs, à des produits et toujours essayer d'avancer en regardant quand même derrière nous pour jamais perdre de vue ce qui était pour moi l'ADN de la restauration que je voulais faire, c'est-à-dire le produit d'abord, l'hospitalité, la convivialité, la gentillesse, l'accueil. C'était pas pour toi tout tracé parce que tu viens pas du milieu de la restauration. Tu es venu à la restauration après une carrière dans la finance plutôt. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de ça et pourquoi tu as fait ce choix de vraiment une carte bistrotière? Moi, quand j'ai changé de vie, j'ai changé de vie et de famille, et j'ai voulu faire une nouvelle famille, une nouvelle vie. Je voulais faire quelque chose qui se rapproche de l'humain, qui se rapproche de l'accueil, qui se rapproche de la convivialité. Moi, j'ai voyagé pendant des années tout seul dans le monde entier, dans des pays pas toujours faciles. Et je cherchais toujours un endroit où pouvoir m'asseoir, être reconnu, que la personne qui a un échange tout de suite, qui se fasse facilement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au Paul Bert dès qu'on a ouvert. Est-ce qu'il y a des recettes qui sont tout le temps à la carte et que tu changes jamais? Alors ça s'est fait avec le temps, si vous voulez, parce qu'au bout de 30 ans, il y a une espèce de mécanique qui se met en route. Mais plus on a avancé, plus on a vu que nos clients voulaient revenir aux fondamentaux. D'abord, on a fait d'abord beaucoup de plats en sauce à une époque, et puis beaucoup d'abats, et puis de la viande rouge, mais que de la viande rouge de très bonne qualité, donc en faisant moins. Et finalement, aujourd'hui, à les Cahiers du Bistrot, on a toujours fait des poissons de pêche durable, on a toujours essayé d'être respectueux de l'environnement. Et aujourd'hui, les plats phares au Paul Bert, c'est le filet de bœuf au poivre, entre autres. Mais c'est aussi les salades de tomates de notre jardin, puisqu'on a un potager et qu'on produit une grosse partie de nos légumes. Et à les Cahiers, c'est les huîtres de chez nous, puisque la maison Cadoret, c'est notre famille, et aussi beaucoup de homards.
Où se trouve le potager? On se trouve dans le Perche. Dans le Perche, ok. Voilà. Qui est devenu le 17e arrondissement de Paris. Exactement, le 21e arrondissement. Jean et Roxane, je me tourne vers vous pour parler un peu de vos choix qui n'étaient pas évidents. Vous avez ouvert début 2019, c'est ça, dans le 7e, un restaurant de bistrot avec une carte vraiment à l'ancienne, old school. Et donc tu me disais, Roxane, quand on a préparé cet échange, tu me disais, tout le monde nous a dit, mais déjà, pourquoi vous avez ouvert dans le 7e à cet endroit et pourquoi faire une carte aussi à l'ancienne alors que vous aviez la possibilité de faire un restaurant gastronomique à la recherche de l'étoile, étant donné vos parcours tous les deux. Jean, tu as cuisiné dans des étoilés, tu as eu un début de parcours vraiment de haute gastronomie. Vous êtes rencontrés d'ailleurs aussi comme ça chez Hélène Darroze, c'est ça, j'ai eu. Donc vous auriez pu faire ça et vous avez choisi de faire toute autre chose. Pourquoi? En fait, on rejoint, je pense, tous les deux beaucoup ce qu'a dit Bertrand. En effet, on aurait pu continuer sur cette voie d'étoilé, que c'est une cuisine que Jean maîtrise beaucoup. Mais il y a eu cette envie de lieu de vie. On se retrouve souvent, on mange très très bien à Paris partout, mais je trouve qu'on trouvait que parfois les lieux manquaient d'incarnation et cet esprit de repère. Un endroit où on se dise je réfléchis pas, je sais que je vais aller là-bas, parce que je vais rentrer dans un cocon. Et nous, on a eu envie aussi d'accueillir les gens dans un lieu familial, parce que déjà c'était notre histoire à tous les deux, notre histoire de couple, et puis voilà, faire un endroit chaleureux avec une cuisine en sauce, où voilà, ce sentiment de confort. Se réconforter. Et le choix du lieu, de ce quartier, ça s'est présenté à vous ou est-ce Complètement par hasard. Ouais, on ne s'était pas du tout imaginé s'installer dans le 7e. En effet, tout le monde nous a dit oh là là, mais vous allez là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas de commerce, vous êtes entouré de ministères et de bureaux. Et on avait des a priori sur ça, sur ces costards cravates du quartier. Et en fait, non, on s'est trompé. Je pense que n'importe où tu t'installes, si tu crées quelque chose, les gens on espérait qu'ils adhèrent. Pour le coup, ça a marché, mais on s'est dit voilà, on va là où c'était possible. La taille était adéquate. C'était quand même assez central dans Paris. Pour une première affaire, c'était bien. Et puis on a tenté. Voilà. Donc si vous allez au Café des Ministères, vous verrez Roxane en salle et Jean en cuisine, et c'est tout. Il n'y a personne d'autre, et c'est aussi la particularité de leur lieu. Alors qu'ils font une cuisine exceptionnelle, très généreuse. Vous voyez, rien que sur leur compte Instagram, si vous allez voir les profiteroles dégoulinantes, extrêmement généreuses, le vol au vent qui déborde de toutes parts. Jean, toi, il y a des marqueurs comme ça, il y a des plats qui sont devenus iconiques, incontournables, mais c'était ton envie dès le début d'avoir cette carte de produits rassurants? Alors, on a décidé ensemble qu'est-ce qu'on fait dans ce lieu de vie, puisque c'était vraiment, on voulait notre restaurant, mais on voulait que ça soit le restaurant de nos clients. Puis on a dit ok, on va. Et Roxane m'a dit je veux voir les gens saucer. J'ai dit ok, on y va. Okay, je vais faire des sauces. On y va et le restaurant s'est fait tout seul quoi. Avec beaucoup de travail, tu dis ça comme si ça se faisait comme ça. Non, le restaurant c'est devenu le restaurant de nos clients et voilà quoi. Après les plats ils sont devenus certains plats, on va dire l'emblème un peu de la maison, mais on l'a pas décidé. C'est les clients qui ont décidé ça. Que ce soit le vol au vent, le chou farci, les têtes de veau, les tripes, c'est pas nous qui l'avons décidé, mais je pense que ça c'est ce qu'on se partage avec tous les restaurants, c'est les clients qui décident quoi. C'est eux qui venaient et qui vous disaient j'aimerais bien retrouver une tête de veau, retrouver tel plat, et tu le faisais et c'est resté. C'est ça, oui, on continue. On a des clients qui nous disaient j'aimerais bien que tous les vendredis tu fasses cette tête de veau, et que puis finalement c'est venu comme ça et puis c'est resté. Aujourd'hui on est un peu coincé pour faire tourner les plats puisque quand tu en enlèves certains. Ouais voilà, c'est juste pour faire tourner, mais voilà, non, c'est chouette. Et puis la cuisine française est tellement vaste qu'on a plein de choses encore à... Toi, tu es attaché à la cuisine française en particulier, à un terroir en particulier? Tu es du sud-ouest? Oui, voilà. Alors, je suis attaché bien sûr au sud-ouest, bien sûr, mais au terroir, enfin à la France en général. C'est vrai que la situation géographique du restaurant
accolés à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'on a encore plus à cœur de montrer ce qu'on fait en France, mais c'est aussi pour les valeurs qu'on défend et notre territoire. Et c'est vrai qu'on ne va pas chercher ailleurs ce qu'on a juste autour du restaurant. Un peu de bon sens. Guillaume, je me tourne vers toi. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Tu es photographe, donc je parlais de RAD en début de table ronde. Est-ce que tu peux nous dire comment l'idée est née, comment tu es venu à faire 5 ans de travail de terrain, sillonner les bistrots, les restos routiers aussi, les restos de quartier. Pourquoi ce sujet-là, qui est un peu à contre-courant, surtout il y a 5 ans, par rapport à des esthétiques qui étaient plus dans notre milieu de la gastronomie, plus tournées vers justement des grandes tables parisiennes. Et là, tu as fait complètement un pas de côté. Pourquoi ? Avec grand plaisir pour répondre à cette question. Bonjour à toutes et tous d'abord. Donc, en tant que photographe documentaire, j'avais commencé une première série en 2015 sur les buvettes de stades de foot. J'ai fait un petit tour de France des stades parce que j'adorais les ambiances d'avant-match, les odeurs de graillons, de merguez, de frites un peu grasses. Et ça m'avait vraiment plu, cet univers populaire, coloré. Quand je dis populaire, je dis vraiment avec beaucoup de tendresse et d'affection. Et en 2019, j'ai décidé d'initier une nouvelle série intitulée RAD. Donc RAD, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est de l'argot, c'est un diminutif de radeau qui est le comptoir. Et par extension, on a appelé le RAD le café authentique, je dirais avec une âme. Et donc j'ai commencé à faire un tour de France, cette fois-ci des RAD, avec l'idée de valoriser ces résistants et résistantes. Parce qu'il y en a de moins en moins. On est passé de 200 000 licences 4 dans les années 60 à peine 40 000 aujourd'hui, donc il y a une véritable érosion. C'est comme même les restaurants routiers que j'ai aussi initiés à ce moment-là comme série parallèle, où on est passé de 4 500 à peine 700 aujourd'hui, le fameux logo rouge et bleu en bordée nationale. Donc ça avait une valeur à la fois d'archivage, de mettre en lumière ces personnes surtout. Au-delà des lieux, c'est pour moi des personnes, des rencontres, à la fois avec les patronnes, patrons, chefs, et les habitués. On les voit défiler derrière toi pendant que tu parles. Voilà, donc ça c'est pour la série RAD, donc des cafés avec un panorama de devantures, de scènes de vie, de détails, de personnes surtout que l'on peut rencontrer dans ces lieux. C'est ce que tu me disais, il y a vraiment... Oh là, celui-là, je l'adore, je crois que c'est mon préféré. Le yogi pilier de bar. Georges. À droite. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est vraiment l'incarnation en fait, qui fait le lieu, c'est l'incarnation des bistrots par leur patron, et on en a aussi des bons exemples autour de cette table ronde, mais toi tu as dû faire des tonnes de rencontres marquantes pendant ton travail, tu peux nous donner quelques exemples ? Ah oui, carrément. Donc, je pense à Monique du bar des PTT de Lourdes qui a accepté que je dorme dans son café pendant une nuit, donc allongé sur un matelas et mon petit duvet, c'était un rêve que j'avais et c'est pas dans des endroits franchisés que j'aurais pu faire ce genre d'expérience humaine. Je pense également à Marie-Jeanne qui tient le Pan Coupé à Paris dans le 11e, qui est là depuis 33 ans, qui tient son bistrot, qui fait une petite omelette le midi incroyable à 7 € avec des petites pommes de terre. Et il y a sa cuisine qui est juste derrière, on peut aller faire un petit tour, jeter un petit coup d'œil. Elle est là, c'est un menu quasiment unique. Parfois elle fait des alternatives, mais c'est vraiment des rencontres humaines qui font vivre ces lieux avec le temps. Vous êtes, qu'est-ce que vous pensez de ce travail sans doute, comment vous voyez ce retour vers justement mettre en avant des patrons et des lieux chargés d'âme et d'histoire comme le fait Guillaume avec son travail, Roxane? Moi, je suis fascinée. Je trouve que c'est magnifique d'aller à la rencontre de ces gens-là qu'on a tendance à oublier. On dit toujours qu'on oublie un peu nos campagnes. Et je pense qu'enfant, qu'on soit né à Paris ou ailleurs, on a tous ce souvenir d'un bar ou d'un café dans lequel on se retrouvait. Enfin, moi, je sais que le bled d'où je viens, c'est 1000 habitants et il y avait la boulangerie collée au café, au bar, au loto, et tu faisais tout et c'était le rendez-vous d'après-école ou du dimanche matin. Et c'est capital. Et dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, un poil individualiste parfois, ça fait du bien parce qu'en fait, c'est des gens qui font vivre parfois des communes, des villages oubliés. Et on a ce rôle-là aussi d'accueil et de vie. Je pense que le terme, c'est vraiment lieu de vie. Et lieu de vie, ça veut dire énormément de choses. Lieu de vie par ceux qui les tiennent, lieu de vie par ceux qui viennent aussi.
Parfois, il peut y avoir des gens qui se sentent un peu seuls, qui viennent manger tout seuls. Il ne faut pas les oublier, il faut discuter avec eux. Voilà, donc je trouve que c'est magnifique, ce travail. Bertrand? Moi, j'ai reçu ce livre à la poste il y a quelques semaines, une amie vigneronne qui me l'a envoyé. Et quand je l'ai feuilleté, j'ai eu l'impression d'avoir la photographie de l'humanité comme on en a envie, comme on voudrait tous les jours pouvoir aller de bistrot en bistrot et de revoir ces figures, ces lieux, ces détails improbables. Et c'est magnifique, magnifique. C'est un superbe compliment, ça, pour le travail de Guillaume. Est-ce que c'est aussi une manière de réconcilier les France dans un moment très tendu politiquement qu'on a traversé ces derniers mois? Est-ce qu'un travail comme celui-là et aussi remettre en lumière le patrimoine et le fait et ce travail que font les hôteliers, les bistrotiers, est-ce que c'est une manière de réconcilier à la fois les urbains et les personnes de la ruralité? Moi, si j'avais juste un mot à dire là-dessus, c'est que ce qu'on voit dans ce livre et ce qu'on ne voit plus dans la vraie vie, malheureusement, c'est des gens qui se parlent ou qui se regardent ou qui s'écoutent. Alors qu'aujourd'hui, vous allez dans les bistrots, tout le monde est sur son iPad, sur son téléphone, personne ne parle à son voisin, et c'est la mort des bistrots. C'est les écrans, Bertrand, selon toi, la mort des... Pardon? Les écrans génèrent la mort des bistrots? Les écrans, c'est la mort des bistrots, oui, je pense. Oui. Roxane, Jean, un avis sur ces questions-là? Je te passe le micro, mais moi, quand on a ouvert le café, je m'étais dit, en effet, c'est un vrai problème. Je me suis dit, ce serait génial qu'on fasse une boîte à l'entrée du restaurant dans laquelle tout le monde mettrait son téléphone pour se forcer justement à discuter, en fait. Parce que parfois, oui, c'est un peu triste. Alors, on a tous le réflexe téléphone de se dire, ah tiens, rappelle-toi, hop, on va demander à Google, on va regarder. Parfois, ça crée des discussions, mais parfois, ça crée des silences, en fait, qui sont tristes, qui sont super longs. Et ouais, voilà, des fois, moi, j'ai pas de mal à dire aux gens, bon, allez, rangez vos téléphones, mettez-les dans les poches, on arrête, quoi. Ah, tu le dis aux clients? Moi, je le dis sans problème. C'est vrai? Ouais, parce que tu arrives avec les plats, et puis ils sont sur leur téléphone, et du coup, ils loupent, tu loupes des moments, je pense. Y compris aux députés, pas de distinction. Ah ouais, alors là, il n'y a aucune distinction. On est tous fait pareil. Il n'y a pas de problème. Et justement, il y a cette question politique, quand j'en avais discuté avec vous il y a quelques semaines, vous êtes du coup dans un lieu où c'est un deuxième théâtre, un deuxième hémicycle quasiment, le restaurant que vous avez juste à côté de l'Assemblée nationale. Vous vous tenez à distance des considérations politiques, ou est-ce que ça vous intéresse de vous y impliquer d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que, parce que cuisiner, manger, c'est politique, on ne peut pas complètement s'en extraire, et d'autant plus quand vous êtes au Café des Ministères? Alors, manger, c'est politique. Ça signifie un engagement, puisque ce que vous mettez dans votre assiette, c'est un engagement. Quand on décide, nous, dans nos maisons, nos produits, c'est un engagement. On s'engage à utiliser de bons produits, de bons éleveurs, un bon lait, une bonne crème. C'est un engagement, on le décide. Maintenant, non, on se tient loin. Notre rôle, quand on disait, on peut être une barrière au téléphone dans notre lieu. Quand on va chez Bertrand, on y va parce que c'est un lieu de vie. On sait qu'on va avoir une interaction avec la table d'à côté, avec le serveur. Il crée ce lieu de vie. Moi, je vois comment elle fait Roxane. On peut finir des soirées, ça ne marche pas à chaque fois, mais elle va faire en sorte que les gens vont se parler entre eux. C'est pas 100% des fois, mais on arrive à le créer. Ça se crée. C'est notre rôle de le faire. Oui. C'est notre rôle. Ça se décrète pas d'être un lieu de vie, c'est pas juste un mot, une formule marketing. Très concrètement, comment vous faites pour créer aussi bien, toi Bertrand, quand tu dis je voulais un lieu de vie, c'était ton intention, mais comment tu as fait dans la pratique pour le rendre? Je crois qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que voilà, je parle vraiment pour le Paulbert. Le succès du Paulbert, c'est ses imperfections. L'imperfection. Les imperfections. Le service, il n'est pas parfait. La cuisine, elle n'est pas parfaite, mais elle est faite avec du cœur.
On arrive à... Avant-hier, on a eu presque un petit clash en salle avec le service, etc. C'est pas grave. Personne nous en a voulu. Les gens, ils sont contents d'être là. Je veux dire, je crois que c'est ça qui fait le lieu. Roxane, oui, Jean? Alors, c'est exactement, on a eu cette conversation samedi soir, on avait une soirée omnivore. Chez vous, au Café du Ministère. Ouais, et c'est ça, nos lieux de vie, j'ai dit, ah, ton chou, mais il est bon, mais en fait, il n'est pas parfait. Et on ne le cherche pas. On cherche de la générosité. On cherche. Moi, c'est ça qui nous anime aujourd'hui. Et en salle, le travail qui est fait, quand on dit comment on crée ce lieu, c'est on cherche à être sincère. Hein. On n'est pas parfait. Nos lieux, je pense, ne nous le permettent pas. Il y a on n'est pas dans, mais on est dans une démarche de sincérité, d'honnêteté. Et il y a vraiment ce travail. On n'est pas parfait, ça c'est sûr. Mais c'est ce qui rend ces moments vivants et de vraie vie. Voilà. C'est justement de l'authenticité. Roxane, tu voulais rebondir là-dessus? Non, je suis non, mais c'est clair. En fait, on n'a pas cherché ensemble. Je pense que les lieux que tu as visités, c'est pareil. On n'a pas cherché à créer un restaurant carré, parfait, tout ça. Je dis pas que les restaurants gastronomiques, avec la rigueur du service que ça demande, ne sont pas aussi conviviaux ou ne sont pas des lieux de vie comme les autres. C'est pas du tout ce que je dis. En revanche, c'est clair que un accueil plus vivant, plus franc, peut-être un peu plus vif et tout ça, crée aussi une détente chez les gens. Enfin voilà, je rejoins tout le monde. Ça se crée, quoi. Bah ouais, donc ça c'est justement sur cette partie d'authenticité et de d'âme que vous mettez dans vos lieux. On voit aussi un pendant arriver avec justement qui reprennent les codes de vos lieux en se disant bah tiens, ça a l'air de marcher, de faire des profiteroles, des vols au vent, du pâté croûte. On va faire pareil, sauf que c'est pas forcément des cuisiniers, mais des gens d'écoles de commerce, des financiers qui font des lieux comme ça, parfois à la chaîne. De quel œil vous voyez ces restaurants? Ces questions un peu pièges. C'est une question un peu piège parce que, nous, on ne peut pas dupliquer le Café des Ministères. Voilà, on ne l'a pas fait pour ça. Il n'est pas question d'en faire un deuxième, un plus grand, un truc C'est pas l'idée. Je ne vais pas critiquer les gens qui décident de monter des chaînes de restaurants parce qu'après tout, chacun voit son business comme il veut. Nous, ce qu'on a voulu faire, certes, on a tous besoin de manger. Hein, je ne dis pas qu'on l'a fait pour le fun, mais on a eu envie de construire une histoire aussi, notre histoire. Et non, on ne se voit pas le démultiplier. Je pense que c'est pas possible parce que simplement, ce qu'on offre, nous, c'est nous. Au Café des Ministères, c'est nous, c'est entier, c'est notre cœur. Je ne crois pas que ce soit duplicable. Donc j'ai des réserves là-dessus. Tu ne peux pas créer, il me semble, hein, tu ne peux pas créer. Tu vas chez Bertrand, il te parle de son lieu, de la boucherie qu'il a rachetée, des crocs de boucher qui sont encore là. Tu ne peux pas le créer. Cette histoire, tu rentres dans un lieu, c'est chargé d'histoire, ces clients qui viennent chez lui depuis des années, que tu vois, qui savent qu'ils sont chez lui, ça ne se crée pas. Il n'y a pas de recette. Je pense pas, moi. Oui, je crois que Jean a raison. Il n'y a pas de recette pour faire un bistrot. Nous, si je voulais faire un raccourci, notre fierté au bout de 30 ans, d'abord avec Gwenaël, c'est de l'avoir tenu pendant 30 ans. Et puis, c'est d'avoir fidélisé des producteurs, fidélisé du personnel. Moi, j'ai des gens chez moi qui sont là depuis 15 ans, depuis 20 ans. Je veux dire, je pense qu'on n'est pas si nombreux sur la place de Paris à pouvoir le dire. Et voilà, je crois que c'est ça, pour moi, c'est le plus important. Et toi, tu es présent dans les lieux? Je suis un peu moins présent qu'avant, mais je suis présent à 80% du temps. Oui. Guillaume, tu me disais qu'on observe la raréfaction de lieux comme les vôtres et notamment des lieux de centre-ville, de villes de province qui ferment à tour de bras. Comment est-ce que dans tes discussions avec les personnes que tu as rencontrées pour ton livre,
Comment tu sens le secteur? Est-ce que ça se contracte? Et est-ce qu'ils ont des secrets pour tenir, pour résister face à ces fermetures? Ce que moi j'ai pu observer notamment à travers ma série sur les restaurants routiers, que j'admire énormément, et je pense qu'ils ne sont pas assez mis en avant les patronnes, patrons et chefs, parce qu'ils se lèvent à 4h30 le matin pour assurer le départ des chauffeurs et chauffeuses. Ils ferment le soir à minuit. Ils doivent faire du volume pour des prix entre 16 et 18 euros, ce qui est hallucinant, pour pouvoir en vivre. Et ils sont un peu désillusionnés parce que je discutais avec la patronne de la fermière, un petit village à Mont-d'Avezan dans le sud de la France. Et c'est une affaire familiale, ça fait 3 générations que ça tourne, ils ont fait des travaux. Il y a eu l'autoroute déjà qui leur a fait mal parce que les chauffeurs passent maintenant, ils s'arrêtent moins en fait, ils tracent sur les autoroutes et c'est plus compliqué. Et le fils de cette patronne malheureusement ne veut pas prendre la suite parce qu'il a trop vu streamer ses grands-parents, ses grands-parents, ses parents. Et donc c'est compliqué, c'est pas pour rien qu'il y a une vraie érosion du nombre de restaurants routiers que j'ai pu observer, les chiffres parlent et je suis assez inquiet pour l'avenir. C'est ce qui te pousse aussi à mettre en lumière ces endroits? À ma petite échelle, en tout cas, oui. Je me place en observateur en essayant en donnant un petit coup de flash, en tout cas, sur ces personnes et ces lieux de raconter des petits bouts d'histoire qui donnent envie d'aller les voir. Parce que tout est politique et le fait de s'arrêter dans un restaurant routier, par exemple, en bord de route quand on va descendre, monter ou aller à droite, à gauche, en tout cas sur nos vacances ou dans nos virées, c'est militant de s'arrêter plutôt manger dans un resto routier que sur une aire d'autoroute. Donc c'est ce travail qui est photographique en tout cas pour raconter ces histoires, valoriser ces métiers, ces personnes surtout pour dire arrêtez-vous dans ces endroits, ils le méritent vraiment. On sent qu'il y a un véritable intérêt en tout cas pour ce sujet, pour ton travail. Tu disais que ton livre est imprimé en 10 000 exemplaires, c'est ça? Il est sorti, donc un super tirage, bravo. Ça montre aussi l'intérêt que les gens ont pour le sujet. Au-delà de la profession, tu as des retours, raconte-nous un peu les retours que tu as eus quand tu as sorti le livre l'année dernière. J'ai eu la chance d'avoir un peu de visibilité grâce à ce livre et sur mon travail en général. Et effectivement, sur les rats, il y a eu beaucoup de personnes m'ont raconté en direct ou par les réseaux sociaux des expériences de leur bistrot fétiche, leur QG, leur histoire familiale aussi, et ça les a beaucoup touchés certains de voir des photos qui auraient pu être le bar de leurs grands-parents dans un petit village du Perche ou en Normandie, où c'était vraiment des... Je pense que derrière ces bistrots, et vous le faites évidemment super bien, c'est le côté... On sent l'âme du lieu grâce aux personnes qui donnent toute cette authenticité. Et c'est vrai qu'à travers, à ma petite échelle, de faire des images, en tout cas de ces personnes, ça permettait de célébrer cette fête des bistrots, quand on passe la porte, etc. Ça fait du bien d'avoir ces lieux de vie. Donc les gens étaient plutôt évidemment contents d'avoir peut-être un objet avec fétiche pour raconter ces histoires. Et comment ils t'ont vu arriver, les patrons, patronnes des rades où tu es allé? Quand tu es arrivé, tu expliquais, tu avais une résistance, une forme de réticence à être pris en photo. Comment tu créais la connexion pour ensuite sortir des photos comme celles qu'on voit défiler depuis tout à l'heure? Simplement, je vais au comptoir. Tu commandes quoi? Le comptoir, c'est magique justement pour ça. C'est un espace où la parole peut être vraiment en roue libre, on peut interpeller son voisin et c'est un lieu qui est magique. C'est comme dans les restaurants routiers, la grande table qu'ils mettent au milieu où les chauffeurs, chauffeuses peuvent s'asseoir à la file et ça crée des discussions assez animées. Moi, j'allais au comptoir, je commandais en fonction de l'heure un demi ou un café et je papotais. Je disais pas du tout que j'étais photographe en tout cas, quand j'arrivais, c'est dans un second temps. J'avais l'appareil photo dans le sac à dos, que j'expliquais ma démarche. Et ils étaient d'abord surpris que je m'intéresse à ce qui est pour eux un quotidien, où ils ne trouvent pas forcément photogénique de prendre en photo un détail de sandwich au pâté qui vendent à la carte le midi pour dépanner, le petit relais Amigo ou le comptoir. Mais moi, c'est ce que je voulais souligner justement. Donc, d'abord surpris et après content qu'on s'intéresse peut-être un petit peu plus à leur travail, à leur quotidien. Roxane? Si j'ai eu des refus, la question, ça m'est arrivé quand j'arrivais peut-être de manière justement un peu trop brute, où j'avais pas trop le temps et que j'étais en passage et que je passais moins de temps au comptoir. Et là, c'était direct, ça peut être un peu plus en mode mais vous voulez faire des photos, c'est pour du commercial et là, c'était plus compliqué.
Tu as envoyé des exemplaires aux personnes qui sont photographiées. Oui, Ouais. j'ai eu la chance avec du coup Gallimard et la collection Webec qui m'a soutenu pour ce projet, d'avoir un petit stock pour pouvoir vraiment remercier les personnes qui sont dans le livre, donc que j'ai pu envoyer. Avant de vous donner la parole, je voulais qu'on explore un peu plus la question donc, de la place de la viande et des produits carnés dans les néo-rétro bistros. C'est une carte qui est assez viandarde. Tu parlais tout à l'heure du steak au poivre, on parle du vol au vent. On est dans un moment où on doit collectivement réduire notre consommation carnée de 50% en France, chacun, si on veut respecter les accords de Paris. On en est loin. Comment vous vous inscrivez là-dedans? Qu'est-ce que vous en faites? Quelle est votre philosophie par rapport à ça et vos engagements? Alors, c'est une carte plutôt carnée, oui, mais elle est composée surtout majoritairement de bas morceaux aussi. C'est toujours pareil, on dit une carte. Il faut voir exactement de quoi on parle, parce que c'est sûr, il faut aussi valoriser. Sur une bête, il y a des morceaux qui ne sont pas valorisés, qui peuvent partir au rebut. Nous, on les valorise. De la tripe, de la tête de veau, des rognons, des bas carrés, des jarrets. Donc, je veux dire, effectivement, elle est carnée, mais elle est carnée sur des morceaux qui, en général, ne sont pas valorisés par des grosses structures. Elle est carnée, mais elle est carnée... je dédouane, elle est carnée de façon responsable aussi. Dans le choix des producteurs. Les gens avec qui on travaille, en général, pour la majorité, peut-être 90%, même sur la viande, on est à 100%, c'est sans OGM. Pour beaucoup, ils cultivent même leurs propres céréales. Donc, là, on a des producteurs qui sont là, avec qui on travaille. Donc, et je pense qu'ils en parleraient encore mieux. Mais voilà, elle est carnée. Ensuite, à la carte, les gens, ils ont le choix. On a de la pêche durable, on a de la viande, on a des légumes. C'est quoi, par exemple, les plats, les plats végétariens que tu proposes? Le vol au vent, il peut être légumes. Tu mets je ne vais quoi pas vous dedans? mentir, hein, on en vend très rarement. Eh ouais, les gens, ils viennent pas pour ça. Je veux dire, c'est aussi une démarche du client. Il peut prendre, nous en ce moment, on a l'artichaut vinaigrette, on a une très belle salade de thon. Mais oui, le boudin qui est fait avec des bas morceaux, on en vend quand même relativement plus, quoi. Roxane, tu me parlais de ton lien aussi avec le monde agricole et ton souhait de vouloir recréer aussi des ponts avec ce monde-là qui traverse des crises dont on entend de plus en plus parler, notamment sur la filière lait. Oui, il y a eu... on le sait tous... moi, mes grands-parents étaient des tout petits exploitants agricoles, vraiment juste pour survivre, parce qu'on pouvait parler de survie. Et je sais que les producteurs de lait, beaucoup produisent à perte. Moi, ça, c'est un truc qui me rend dingue. Je ne comprends pas qu'on puisse se lever le matin, aller travailler 12, 14, 16 heures, 18 heures parfois, en sachant que tu vas perdre de l'argent. Ça m'échappe complètement. Donc, un des trucs sur lequel... on a été hyper vigilant au départ, c'est la rémunération du producteur. Le produit, évidemment qu'on va le payer un peu plus cher qu'ailleurs, mais on a fait ce choix-là. La rémunération, elle est hyper importante parce que voilà, il y a des rades qui ferment, il y a aussi des exploitations agricoles qui disparaissent, et à un moment donné, ça va poser problème. Donc, il faut faire attention à tout ça. Ouais. Vous travaillez en direct ou quasi, c'est quoi en circuit court? Oui, au maximum, évidemment. Voilà, la crèmerie, le poisson en direct, certaines viandes. Oui, dès qu'on peut, on évite les groupements. Oui, évidemment. Bertrand, un mot sur cette question? Oui, alors moi c'est vrai que je viens d'une génération où on était très très carnivore. Donc effectivement, au bistrot Paul Bert, on a toujours vendu pas mal de viande, pas mal d'abats aussi. Par contre, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les viandes que nous, on vend, en tout cas chez nous, elles viennent de filières maîtrisées. Les agriculteurs français ont besoin de travailler. On peut pas C'est peut-être pas pire de faire de la viande que de faire du soja. Donc il y a un moment où il faut se poser la question. Et surtout, il faut valoriser la viande.
de fait, pour faire de la viande, il faut du soja aussi. Oui, je sais bien, non, mais je veux dire, il y a un équilibre à trouver. Ça dépend quelle viande. Ouais, voilà, oui. Et surtout, il faut arrêter de vendre des mauvaises viandes dans des mauvais produits, dans des produits surgelés de grande distribution, où là, effectivement, l'impact est bien plus important que le nôtre. Hein. On a Oui. C'est vrai, on est là, on met en avant à notre niveau, on fait un travail au quotidien pour se battre sur tout ça. Et on est aussi là pour défendre une agriculture, un élevage de qualité. Il est là aussi. Il y a des gens, je ne voudrais pas qu'on jette, il y a des gens qui font très bien de l'élevage, très bien. Voilà, donc ils sont aussi là et on les soutient. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des partages d'expériences par rapport à ce sujet qu'on défriche? Oui, j'arrive. Je vais essayer d'être assez concis, mais tout à l'heure on a dit la nourriture, le bistrot c'est politique. À quel niveau vous pensez qu'on peut justement, et vraiment le travail du photographe incroyable, aller chercher et redonner un peu cette nourriture et aux gens, donner l'occasion vraiment la possibilité en fait de faire ça, de pouvoir récupérer ces bistrots de campagne, ce lien social. Moi j'ai vécu beaucoup en Angleterre où le pub est vraiment un endroit où et tous les grands restos ils sont en fait en dehors des grandes villes. Et nous on est ici à Paris, on a la chance d'avoir ça. Mais comment on pourrait redonner un peu cette chance et cette possibilité d'avoir des petits restaurants en dehors des grandes villes, quoi. C'est hyper intéressant comme question. C'est vrai que bon, je vais pas jeter la pierre, mais Vas-y, Roxane. j'ai un peu de mal à comprendre à quel point se développent les chaînes de restaurants de toutes sortes, hein, des trucs comme Buffalo Grill ou Hippopotamus. Enfin, on va chez nous, peu importe d'où on vient, moi je suis du Morbihan, tu sors un peu des centres-villes, ça pullule de ce genre de trucs. Donc déjà, peut-être aller un petit peu moins là, et si on n'a pas beaucoup de moyens, le restaurant qu'on va faire dans l'année ou le deuxième, on va choisir d'aller dans un petit bistrot. Y en a plein, ça ouvre dans tous les sens. Aller dans un restaurant routier, parce qu'on y mange quand même super bien, souvent. Aller choisir plutôt ces petites adresses-là que ces grandes enseignes. Déjà, je pense qu'on rendra service à énormément de monde. Le fast-food est en train de monter en flèche. On est les premiers consommateurs de fast-food dans un pays comme le nôtre. Enfin, ça va pas, quoi. Il y a des trucs... Déjà, je pense que aller dans des petits bistrots, c'est déjà un grand pas, je pense. Mais quand vous dites par rapport à l'Angleterre, il y a une chose, c'est que nous aujourd'hui, vous regarderez, c'est plutôt mal vu d'aller boire une bière aujourd'hui dans les petits bistrots dans lesquels il y a fait. C'est plutôt mal vu. Mais je pense que ça revient. À Londres, c'est normal. C'est normal, c'est toute classe sociale. Tu veux dire c'est mal vu de la part de qui? En général, quand même, on le voit, nous, on était encore au fin fond de la campagne, en Bretagne, il y avait quelques clients locaux, mais ce n'était pas ce lieu social qu'est le pub en Angleterre. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Ça l'a eu été, je pense que ça le reviendra. On ne pourra pas faire sans. C'est des lieux sociaux, je pense... très important, encore plus en province, je pense. Guillaume, tu veux apporter un complément? Non, je suis d'accord déjà avec Roxane par rapport à l'acte d'aller plutôt dans les rades, les restos routiers, plutôt que des franchisés, évidemment, idéalement pour les soutenir. Ils en ont vraiment besoin. Et par rapport à ta remarque, Jean, il y a toujours malheureusement une image d'Épinal de l'alcool peut-être dans certains cafés de village qui leur collent à la peau et qui font que c'est peut-être un ressenti de... C'est mal vu pour certains de pousser la porte. C'est une observation, je ne sais pas quelle est la solution par rapport à cela. C'est peut-être
plus compliqué effectivement dans des plus petites communautés, communes, villages. C'est un effort à faire. Bertrand? Oui, il y a deux choses moi, qui me frappent. C'est que d'abord, effectivement, là, il y a les bistrots disparaissent, mais la campagne est en pleine désertification. Donc, je veux dire, il y a des villages que moi je connais où il y avait 5, 6, 7, 8 bistrots. Il en reste 0 aujourd'hui. Et la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que la part que les gens acceptent de payer au quotidien pour leur nourriture dans les bistrots est de plus en plus petite. Quand vous allez dans les bistrots de campagne, vous avez des menus où le patron est obligé de faire un menu à 15 € avec entrée, plat, fromage, dessert, le vin compris. C'est impossible aussi. Donc il finit par acheter chez Métro ou ailleurs, je veux dire des produits moyens, etc. Donc ça participe aussi à la désertification. Et plein de gens vont préférer aller dans des grandes chaînes, dans des grandes banlieues urbaines, plutôt que d'aller dans ces bistrots-là. Est-ce qu'on a un autre commentaire, une question pour nos intervenants? Oui, j'arrive. Oui, bonjour. Moi, ça va être un complément de ce qui vient d'être dit. Je suis éleveur. Et en fait, s'il n'y a plus ces bistrots, ces restaurants comme les vôtres, on ne vend plus parce que dans les grandes chaînes, quand on est en circuit court, eh ben, on n'y va pas. Donc, c'est à double tranchant. Plus de petits restaurants, plus de rades, ben, plus d'éleveurs non plus parce que le circuit court va disparaître. La transformation va disparaître aussi. Et donc, les bons produits avec. Et après, pour le mot, par rapport à ce que tu disais, l'élevage français, et aujourd'hui, au monde, l'un des meilleurs, il est tout petit. Il ne faut pas confondre ce qu'on fait en France dans des fermes de 30, 40, 50 vaches avec ce qu'on fait dans d'autres pays avec des fermes de 1000 vaches. Aujourd'hui, je suis éleveur laitier, je nourris qu'à l'herbe, sans OGM, sans soja, c'est largement faisable, et plein d'oméga 3. Donc je pense qu'on est bon pour la santé, bon pour l'environnement, et on a la chance de travailler avec des très bons restos qui mettent en valeur nos produits. Vous voulez commenter? Merci pour votre intervention. Non, mais en effet, c'est ce que Jean disait tout à l'heure. Ça tourne, tu vois, ça vit. C'est nous, notre impact de ce qu'on raconte aux clients, de ce qu'on offre aux clients, comment on achète et donc à quel point on fait vivre telle ou telle personne. Et tout ce petit monde doit continuer à cohabiter et essayer de ne pas se faire manger par les grands méchants loups. C'est très utopiste, mais on a besoin de rêver. Sinon, ouais, voilà, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train d'en discuter, quoi. Exactement. Une dernière question ou un mot de la fin? Qui veut conclure? Les gens, t'as l'air inspiré. Non, je sais pas. Désolé, c'est vraiment le temps que ça. Je reviens sur ce que disait monsieur, mais vraiment les bistrots, je dis vraiment à la campagne où on parle. Bon, nous on a la licence 4 aussi, mais on parle arriver à en faire des lieux de vie. Pourquoi on n'est pas comme dans les peuples? C'est pourtant il y a un rôle social du bistrot. Les gens boivent l'alcool, mais combien de fois on a vu des gens taper des cartons parce qu'il n'y avait pas peut-être internet. Là, dans les rades en Bretagne, des petits villages d'où elle vient Roxane ou chez moi, les gens, c'était pas forcément juste l'alcool, c'était le moment, c'était faire une belote, discuter, savoir qu'est-ce qui se passait. Ça avait ce lien vraiment social. Pourquoi on parlait tout à l'heure, les gens, ils viennent chez nous, les faire décoller de leurs écrans, de leurs tablettes, parce qu'il faut qu'ils aussi vivent le moment, voient qui il y a autour. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce rôle. Ce rôle est important, quoi. Bertrand, un dernier mot. Ouais, écoutez, moi, tout ce que j'espère, c'est que les bistrots comme les nôtres perdurent dans le temps. Je veux dire, c'est pas si simple. Je veux dire, Jean sera le premier à le dire. On a des problèmes de recrutement de personnel, d'horaires qui sont de plus en plus compliqués. Je veux dire, mais tant qu'on aura des éleveurs comme monsieur, tant qu'on aura des produits, tant qu'on aura des clients formidables, je veux dire, moi, la vie est belle. Hein. Moi, j'ai toujours, c'est pas le mot de la fin, mais moi, j'ai un plaisir inouï quand j'ai un client qui arrive du fin fond de l'Oklahoma et qui me dit, premier restaurant que je fais en arrivant à Paris, c'est le bistrot Paul Bert, et le dernier où je vais, c'est le bistrot Paul Bert. Pour moi, c'est gagné, quoi. Meilleur des compliments. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce matin. Merci à vous d'être restés aussi si nombreux et nombreuses.
Je vous invite à rester pour la suite. On va parler du financement des restaurants entre éthique et rentabilité. Ce sera dans 10 minutes.